effectivement, on pourrait passer des heures à faire le procès de la science, de la situation actuelle, etc. Mais on est là aussi pour chercher des solutions et avoir des stratégies. Jacques et moi, on est investis un peu comme des francs-tireurs qui essayent de se battre, chacun avec ses armes. Lui, il a les siennes, moi j'ai les miennes. Il a une politique. Et lorsque mon étudiant Lebrun avait voulu soutenir sa thèse il y a 15 ans, je m'étais trouvé face tout d'un coup à une réaction de l'Université de Marseille qui m'avait sidéré. Le conseil scientifique concerné avait refusé la thèse qui était rédigée. Il y avait publication, travaux scientifiques, jury, tout était correct. Et on m'a dit, mais ça n'est pas pour des raisons scientifiques. Alors là, en tant que scientifique, j'ai senti un peu le seul bouger sous mes pas, parce que je me suis dit, je suis dans une université et on peut refuser une soutenance de thèse qu'on a été obligé d'aller soutenir à Poitiers, parce que le refus, vous savez, était quand même fait à la majorité, mais ça n'était pas pour des raisons scientifiques. Il ne faut pas du tout le prendre mal, quoi. Bon. Alors là, il y a quelque chose qui est absolument vertigineux. Ensuite, deuxième expérience, c'était il y a 3 ans. J'essayais de publier un travail d'astrophysique qui est un peu décrit dans mon livre, là, On a perdu la moitié de l'univers. Et effectivement, quand on a un travail qui est un petit peu loin des courants dominants, ben, on reçoit des réponses de revues qui sont, en traduisant en français, désolé, nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif. Alors que Dieu sait s'il est supercordes, c'est spéculatif ou la matière sombre, etc. Finalement, je me suis dit, je vais envoyer ça à une revue qui est Astronomie et Astrophysique, qui était tenue par un Français, qui était le Français James Lequeux. Parce qu'un Français, on peut lui parler, on peut l'avoir au téléphone. Donc il m'a fait immédiatement ce type de réponse. Et puis après, je lui ai téléphoné en disant non, c'est ni plus ni moins spéculatif que la théorie de la matière sombre. Soumettez ce travail à un expert, à un référé. Et il l'a fait. Il m'a dit, OK, on fait ça. Ça a duré 10 mois. Et Lequeux espérait que le référé allait flanquer mon travail par terre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a commencé à avoir un dialogue assez serré et Jean-Marie se rappelle que l'autre m'a abreuvé de questions, ça veut dire de le passionner. Et puis au bout de 10 mois, où on pensait qu'on arrivait vraiment à l'aboutissement d'une publication, Lequeux a pris la décision d'arrêter. Il a dit « j'arrête ». Ça a assez duré. Et moi, j'ai dit, mais écoutez, maintenant, on peut peut-être essayer de déboucher rapidement. Je comprends qu'on ne puisse pas encombrer le secrétariat d'une revue comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Non, ma décision est irrévocable. Et là, c'est là que j'ai pris conscience, que j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Seul le directeur d'une revue scientifique est habilité à accepter ou à refuser un article, le référé n'ayant qu'un avis consultatif. Vous vous rendez compte le pouvoir absolu que ça représente, une chose comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique comme n'importe quoi, comme Nature, comme Science, comme Astronomie et Astrophysique? C'est une revue qui est mise entre les mains d'un homme, où il y a une communauté qui lui donne tout pouvoir, et c'est lui qui a tout pouvoir d'accepter ou de refuser. C'est tout. Et il n'y a aucun recours, parce qu'il n'y a pas de droit scientifique. Il n'y a que des entreprises privées. Les revues sont des entreprises privées. On ne peut pas les attaquer en justice en disant « vous n'avez pas analysé mon travail correctement ». Alors c'est là que, tout d'un coup, c'était l'impasse. Donc je me suis tourné vers Internet. Et Internet, c'est tout d'un coup la possibilité d'avoir un nombre de pages illimité, de pouvoir parler à un nombre illimité de personnes, de se trouver avec 1000, 2000, 3000, 15 000, 20 000, 50 000 personnes qui vous lisent. Et bon, pour le moment, c'est un vaste forum, c'est très anarchique, mais potentiellement, c'est la liberté. Et surtout, une liberté où on n'est pas limité en pages. Parce que vous avez un article scientifique, Jean-Marie disait tout à l'heure pendant le dîner que le nombre moyen de lecteurs d'un article scientifique est ridiculement faible. C'est vrai que c'est absolument étonnant. On s'attend, quand une publication est faite, à ce que 300 personnes la lisent. Mais non, c'est 3, 4, 5, 6, 7 personnes à tout casser. C'est extrêmement faible. En plus, ces papiers sont très condensés. On est limité à quelques pages. Donc, ça n'est lisible que par un très petit nombre de personnes. Alors que dans Internet, on a la possibilité de s'exprimer, de faire un article de 30 pages, si on a envie d'en mettre 30 pages. On peut mettre 200 pages d'annexes qui soit un véritable cours pour permettre aux gens de comprendre. Et ces dernières semaines, j'ai fait une expérience, j'ai fait une conférence à l'école centrale de Paris, donc Châtenay-Malabry, et ce sont des jeunes qui ont entre, disons, 22, 23 ans en moyenne. Ils ont un niveau mathématique supérieur, mathématiques spéciales, et tout d'un coup, j'ai réalisé leur intérêt, j'ai réalisé leur honnêteté scientifique, et puis ils étaient intacts. Hein, ils étaient prêts à considérer des idées nouvelles. Il y en a des milliers d'étudiants de grande école. Et maintenant, c'est ça que je vais prendre comme cible. C'est à travers ça que je vais attaquer. Et c'est avec mon site internet, je vais viser ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas croire. Jacques dit, lui, il s'attaque à Nature. Il pense s'il arrive à publier un papier dans Nature, les choses vont basculer. Peut-être. Mais moi, je n'ai même pas cet espoir. Parce que si je vais
dans un cénacle de cosmologie ou l'astrophysique, que je fais un exposé, même si je parle et que personne ne peut me contredire, l'attitude, ce sera costaud, mon bonhomme. Les gens s'en foutent. Donc, il faut que la pression peut-être vienne d'ailleurs. Il faut peut-être qu'elle vienne de la jeunesse. Il faut peut-être qu'elle vienne de gens qui ont envie d'avoir des idées neuves. Tout à l'heure, Schiff citait l'exemple de Planck qui disait, tu parles d'une époque en disant, il y avait une époque où on était preneur des idées nouvelles. Or, la communauté scientifique, dans son immense majorité, ne veut pas d'idées nouvelles. C'est quelque chose de fantastique quand on découvre les gens qui sont en place, qui sont dans les commissions, etc. Mais on a l'impression qu'ils s'en foutent. Mais c'est inimaginable. Vraiment, on se dit, mais est-ce que la science vous intéresse? Bon, moi, franchement, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais vous seriez stupéfait des discussions que vous pouvez entendre dans les cafétérias entre midi et 2 heures, dans des laboratoires de sciences, dans des tas de disciplines. Mais ils parlent de l'émission de télé de la veille, ils parlent du match football, ils parlent de la santé des gosses. Vous n'entendez pas de discussions passionnées à propos de science. Je pense qu'en 1900, 1905, 1915, dans les universités, les gens avaient le feu sacré. Ils parlaient des choses, ils s'enflammaient. Mais moi, je connais plein de laboratoires où ça ne brûle pas du tout.